Nous sommes en ligne avec Alexei Petchi, politologue, journaliste, chroniqueur international et représentant de l'Ukraine. Nous allons parler non seulement de l'Ukraine, mais aussi de la façon dont Alexei perçoit la situation internationale dans son ensemble. Bonjour Alexei, nous sommes ravis que vous soyez à nouveau avec nous. Bonjour Evgeny, je suis aussi ravi de vous voir et entendre. Alexei, lorsque nous avons annoncé les sujets avec vous, nous avions prévu de parler du Trump pacifique, du plan de paix de Trump pour Israël. Faisons comme ça, pouvez-vous nous résumer brièvement cette histoire? Qu'est-ce que c'est? Comment la trêve est-elle arrivée si rapidement? Que se passe-t-il exactement? Quand vont-ils libérer les otages? Cet homme a vraiment besoin du Nobel. Alors laissez-moi commencer par le prix Nobel. Il ne pouvait pas l'obtenir cette année. Je suis un peu fatigué de répéter cette idée. Il ne pouvait pas. Formellement et procéduralement, il ne pouvait pas obtenir le prix Nobel de la paix. Parce que ceux qui l'ont reçu cette année, ceux qui ont été nommés pour ce prix cette année, ont été nommés avant le 31 janvier 2025. Tous ceux qui sont nommés plus tard iront pour l'année 2026. Concernant le fait que cela a été si rapide. En fait, en observant de près la situation au Moyen-Orient, cela n'est pas arrivé soudainement. C'était tout un processus qu'il fallait suivre. Et comme toujours, il faut regarder un peu plus largement et élargir la géographie au-delà de la bande de Gaza et d'Israël, beaucoup plus loin, vers le Moyen-Orient, dans le monde arabe. Parce qu'en fait, en ce moment, le principal protecteur, je dirais même le principal soutien du Hamas, c'est le Qatar. Il soutenait déjà le Hamas depuis un moment, mais désormais, il l'a vraiment pris sous son aile. Et faites attention aux actualités connexes. Littéralement, au début du mois d'octobre, ou plutôt à la fin septembre, Donald Trump rencontre d'abord les dirigeants des pays arabes, puis, au début octobre, il annonce des garanties de sécurité pour le Qatar, similaires à l'article 5 de la charte de l'OTAN. Beaucoup sont choqués car de nombreux pays arabes l'envient. L'Arabie saoudite attend depuis longtemps des garanties de sécurité des Américains, mais celles-ci lui sont refusées, et le Qatar reçoit soudainement de telles garanties. Et si l'on va lire le décret du président des États-Unis d'Amérique, on verra. Il y est clairement indiqué qu'en cas d'attaque armée, les États-Unis d'Amérique protègent l'État du Qatar de la même manière qu'ils protègent les États-Unis eux-mêmes, comme si cela voulait dire une équivalence. Et ensuite, nous verrons la nouvelle suivante, littéralement vendredi, si je ne me trompe pas. Les États-Unis d'Amérique et le Qatar signent un accord selon lequel les Qataris construisent en fait une installation militaire dans l'État de l'Idaho. C'est quelque chose d'assez inhabituel, probablement pour la première fois dans l'histoire moderne, lorsque le Pentagone permet à un État étranger non seulement d'envoyer ses militaires sur le territoire des États-Unis, mais aussi de fait de construire une base militaire. Et maintenant, les pilotes du Qatar vont perfectionner leur expérience sur des avions F-15 sur le territoire américain, sur une base aérienne américaine qu'ils construisent eux-mêmes à partir de zéro. Et comme vous le savez, le Qatar joue le rôle de principal médiateur dans les négociations entre Israël et le Hamas, donc, à mon avis, tout converge vers le Qatar. Le Qatar donne des garanties de son côté qu'il tient le Hamas sous contrôle, qu'il ne leur permet pas, vous savez, de passer à de nouvelles catégories, toutes sortes de provocations militaires. D'un autre côté, je dirais que dans cette situation, Israël et le Hamas. Je vais le dire très prudemment, chacun à sa manière a remporté une victoire, car chacun a dû renoncer à ses objectifs maximalistes, mais en même temps, chacun en a tiré quelque chose. Israël, bien sûr, on peut dire, a repoussé le Hamas pour des années et des années, a complètement dégradé cette organisation. L'essentiel, c'est qu'il libère les otages. Mais en réalité, la structure même du Hamas reste, elle n'a pas encore disparu. En cela, je dirais qu'il faut reculer. Le Hamas, à son niveau, oui, il est aussi très affaibli, mais il subsiste. Et il subsiste très probablement en tant que force politique. Le Hamas sera-t-il désarmé? Je le pense. Tout indique qu'ils déposeront finalement les armes. Mais en tant que force politique pour gérer à la bande de Gaza, ils resteront. Je dirais simplement qu'il s'agira probablement d'un rebranding avec un nouveau nom, et que le Qatar y participera encore. Autrement dit, le Qatar s'est engagé à ce que la bande de Gaza d'après-guerre soit sous sa supervision. D'autres pays arabes participeront aussi, avec notamment un contrôle militaire américain et le respect du cessez-le-feu.
Mais le Qatar reste en principe le principal pays arabe à prendre ses engagements. Si le Hamas rend les armes, où le fera-t-il? À votre avis, regardez, où iront ces armes? Vont-ils les remettre à Israël? Non, bien sûr que non. Vont-ils remettre ces armes, je ne sais pas, au Qatar, à l'Arabie Saoudite ou à quelqu'un d'autre? Non plus. En principe, le Hamas l'a déjà déclaré. Ils remettront les armes à l'Égypte pour les conserver. Et l'Égypte, je rappelle, pendant la guerre des 6 jours en 1967. L'Égypte a-t-elle vraiment soutenu le Hamas dans la défense des droits du peuple palestinien? Eh bien, à l'époque, le Hamas n'existait pas encore. Un spectateur attentif vient de me le rappeler. Mais à l'époque, l'Égypte aidait en principe le mouvement palestinien. Donc c'est une question très délicate ici. Il est évident que, à court terme, nous allons assister à une nouvelle tentative historique de mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, de stabiliser cette région et d'y établir un pouvoir adéquat. Mais c'est très difficile à faire, et l'histoire le montre, que ce soit les accords de Camp David ou les accords d'Oslo. Et il y a eu encore plusieurs tentatives de le faire. Et à chaque fois, ces tentatives ont échoué, elles ont échoué. Encore une fois, je vais sûrement attirer la colère sur moi. Parce que la population palestinienne dans la bande de Gaza ne peut pas, disons, vivre de façon autonome. Ils ne peuvent pas subvenir à leurs propres besoins. En raison des particularités géographiques existantes du blocus d'Israël et, dans une certaine mesure, du blocus de l'Égypte, on peut avancer de nombreux arguments pour expliquer pourquoi c'est ainsi. Mais la population palestinienne ne peut pas non plus subvenir à ses propres besoins, elle a toujours été prise en charge soit par Israël, soit par l'Égypte. Et si nous imaginons maintenant une situation où la bande de Gaza est soudainement libérée de l'occupation israélienne, et ainsi de suite, tous ces grands mots, quelqu'un doit subvenir à leurs besoins. Eh bien, si le Qatar prend en charge l'entretien de cette région, cela pourrait peut-être fonctionner. Enfin, cela pourrait fonctionner, mais encore une fois, pour combien de temps cela durera-t-il? Parce qu'en 2005, quand Israël il est parti complètement, il n'a pas seulement retiré les militaires, il a aussi évacué les colonies, il a tout retiré de la bande de Gaza. 2 ans après, le Hamas est apparu, s'est radicalisé et a affirmé vouloir détruire Israël. Et nous avons eu ce que nous avons eu. Donc à court terme, oui, je pense que demain déjà ils signeront un accord de paix, la guerre s'arrêtera, mais pour combien de temps, c'est une question ouverte. Alexei, merci pour ce commentaire remarquablement détaillé. En expliquant ce qui se passe, vous avez détourné mes pensées de ce dont je voulais vous parler. Voilà qu'un nouveau sujet est apparu. C'est vraiment intéressant. Mais pourquoi tout à coup le Qatar? Pourquoi cela s'est-il passé ainsi? Cela veut-il dire que leurs pilotes seront désormais formés aux États-Unis? Pourquoi de telles garanties aussi fermes? Peut-être avez-vous une réponse à cette question. Quel est précisément l'intérêt des États-Unis pour ce pays dans cette région? Est-ce à cause des réserves de pétrole? Pourquoi une telle réaction soudaine? Quels avantages les États-Unis en tirent-ils? Et n'aurait-il pas été possible de parvenir au même accord, par exemple, avec l'Arabie Saoudite? Leur proposer, signons un accord, puis vous gérerez tout ce qui se passe dans la bande de Gaza. C'est une question très intéressante sur l'Arabie Saoudite. Si nous nous souvenons du 7 octobre 2023, de nombreux observateurs et de nombreux politiciens affirmaient alors que l'attaque du Hamas, soutenue par l'Iran, était justement liée au fait que les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite étaient très proches de signer un accord global dans lequel les Saoudiens reconnaîtraient Israël comme un État indépendant et établiraient des relations de partenariat. Tout est parfait. L'Arabie Saoudite reçoit même des technologies nucléaires des États-Unis d'Amérique. Une aide militaire, enfin on met aide entre guillemets, parce qu'ils achètent ces armes américaines, et ainsi de suite. Attaque du Hamas contre Israël en 2023 et après. Je dirais que l'otage de la rhétorique déclare que tant que la guerre dans la bande de Gaza ne sera pas terminée, tant que l'État palestinien ne sera pas reconnu, nous ne signerons aucun accord d'Abraham. Il n'y aura aucun rapprochement avec Israël, voici nos conditions. Puis quand la guerre a éclaté et qu'il est devenu clair que l'Iran et ses forces, par procuration, perdaient cet affrontement. De nombreux pays arabes ne peuvent tout simplement pas sortir maintenant et dire « nous avons changé d'avis, nous avons changé d'avis ». Alors disons que nous allons reporter nos exigences, par exemple concernant l'État palestinien, de 5 à 10 ans et alors nous nous rapprocherons quand même d'Israël. Ils ne peuvent pas le faire. L'Égypte non plus.
L'Égypte se souvient très bien de l'histoire de la guerre des 6 jours, lorsqu'elle a soutenu la résistance palestinienne, et elle se souvient dans quel état l'Égypte est entrée dans cette guerre des 6 jours, et dans quel état elle en est sortie. Mais quelques années plus tard, lorsque ces accords de Camp David ont été confirmés et signés, ils ont récupéré la péninsule du Sinaï. C'est pourquoi l'Arabie saoudite n'a rien pu signer, car une position avait été annoncée. Le Qatar s'est comporté de manière beaucoup plus intelligente, beaucoup plus rationnelle, car pendant tout ce temps, le Qatar n'a pas énoncé très bruyamment de conditions particulières. Il déclarait que oui, nous soutenons le peuple palestinien, mais en même temps, nous soutenons. Par exemple, l'aile politique du Hamas était toujours en Turquie. Elle se trouvait à Doha, elle y était tranquillement installée. Le Qatar occupait justement la position de négociateur et de médiateur. C'est-à-dire que le Qatar est aussi un État représentant du pays du Golfe Persique, du monde arabe. Stratégiquement, c'est un emplacement parfait, tant sur le plan géopolitique que militaire. C'est pourquoi les États-Unis avaient le choix entre l'Arabie saoudite et le Qatar. N'oubliez pas qu'au Qatar, il y a une base militaire américaine assez importante. Et cela depuis de nombreuses années déjà. Et simplement, le Qatar a toujours été davantage dans l'ombre parce qu'il a toujours occupé la position de médiateur, d'observateur, un pays qui soutient le monde arabe, mais qui en même temps ne compte pas se fâcher avec qui que ce soit ni rompre ses relations à cause de cela. Et au final, je ne sais pas si je peux le dire ainsi. C'est comme si les étoiles s'alignaient ainsi. Le Qatar est le seul pays du monde arabe qui peut adopter une telle position de médiateur, de joueur neutre. De plus, ils peuvent, en quelque sorte, servir de garant pour contenir le Hamas. Pour les Américains, il y a aussi l'avantage que, si cela se produit, l'Iran perdra définitivement son influence sur ses forces par procuration. On espère que ces forces passeront simplement sous le contrôle tacite du Qatar. Le Qatar non plus n'est pas un pays sain. Nous devons nous rappeler que le Qatar a souvent été accusé d'utiliser également la tactique des forces par procuration dans la région pour défendre ses propres intérêts. Géographiquement, ce n'est pas un si grand pays. C'est pourquoi le Qatar a simplement élaboré correctement sa stratégie géopolitique. Et au final, le Qatar devient probablement aujourd'hui l'allié clé des États-Unis d'Amérique, tarant aux côtés d'Israël. Mais l'Arabie saoudite est actuellement en pause, malheureusement pour elle. Parce qu'il ne leur reste plus qu'à attendre, observer le processus et patienter jusqu'au moment où la question de la bande de Gaza se calmera un peu dans la rhétorique. On pourra alors soulever ces questions en rétablissant les liens avec Israël et les États-Unis. Alexei, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Et à qui d'autre qu'à vous pourrions-nous demander ce qui se passe à l'Est? Ici, nous avons beaucoup de spécialistes des régions occidentales. Merci beaucoup et j'espère à très bientôt dans nos émissions. Merci. Merci à vous.